Bonjour, merci. Bonjour. Merci. Je voulais revenir par rapport à ce que vous disiez, par rapport aux écoles Montessori. Donc moi, mon enfant a commencé par une école Montessori et continue avec une méthode Freinet. Est-ce qu'il y a, est-ce que dans ces pédagogies, dans la durée, parce qu'en fait Montessori, souvent c'est accessible pour les tout petits, et après c'est difficile de trouver des solutions, et notamment sur la question des collèges, quand ça commence à arriver. Est-ce qu'il y a des alternatives sur des méthodes comme ça que vous pourriez recommander? Alors c'est vrai que c'est des méthodes toutes les recherches que je mentionne sont assez récentes. C'est vraiment les 5 dernières années, tout ce qui est neurodiversité, même le mot neurodiversité n'a que 10 ans. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'a pas encore été développé. Malheureusement, on n'a pas vraiment, en tout cas à ma connaissance, on n'a pas vraiment de structure en place. Moi, tout ce que je peux faire, c'est par exemple quand j'étais à l'université d'Amsterdam, j'ai essayé de changer le système de l'intérieur en créant un guide à l'attention des professeurs pour modifier petit à petit les structures classiques. Donc c'est pour ça aussi que je mentionne le fait de changer les systèmes existants, parce que c'est vrai que pour l'instant, à ma connaissance, on n'a pas de structure spécialisée, et surtout pour les enfants plus grands, collège, lycée, etc. Bonjour et merci pour cette intervention. Vous parlez de redirection encadrée des comportements. Est-ce que vous pouvez donner des exemples et comment on peut faire quand ça nous arrive ? Oui, alors la première chose à faire, donc quand on veut rediriger un comportement, c'est vous parlez des comportements par exemple répétitifs ou dérangeants ou des choses comme ça. Oui. Donc la première chose à faire, ça serait déjà d'identifier la cause, de voir si c'est un comportement qui est lié à un problème, à un stress, ou un comportement qui est lié à une émotion positive. Et donc pour les réencadrer, on va essayer d'adresser le besoin sans encourager les pratiques qui peuvent être négatives. Donc pour un exemple, on va voir avec des enfants, un enfant qui fait beaucoup de bruit, par exemple des vocalisations répétées, taper dans les mains, se taper dessus, voilà, des choses comme ça qui peuvent déranger. On peut intégrer par exemple une activité tous les jours, 5 minutes, où les 5 minutes sont dédiées à ne faire que ça, à laisser toute l'énergie s'exprimer et à taper, s'agiter, etc., développer les rythmes. Et donc c'est de cette façon-là qu'on peut les recadrer. Après, ça c'est un peu une intervention à mettre en place sur le long terme. Sur le moment, l'idée c'est de réduire le côté dérangeant, donc d'identifier la partie du comportement qui est dérangeante sans supprimer le comportement en lui-même, parce que supprimer le comportement en lui-même, par contre, c'est néfaste pour l'enfant. Donc on peut faire des choses, par exemple, les isoler vers un autre endroit, ou par exemple, s'ils utilisent un objet qui n'est pas adapté, avoir des objets, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais vous savez, les objets colorés qui font du bruit, ce genre d'objets-là, parfois, qui peuvent aider. Donc voilà, au lieu de jouer avec, par exemple, ses crayons et faire du bruit avec ses crayons en permanence, avoir un objet spécifique qui va aider, des choses comme ça. Comme des balles de stress, par exemple. Exactement, oui, des choses comme ça, ou des hand spinners, voilà, ce genre d'objets-là qui peuvent compenser. Et voilà, et au final, ça peut être bénéfique, au lieu d'avoir un enfant qui va s'agiter de plein de façons différentes et imprévisibles, d'avoir un objet ou une activité précise qu'on va lui dire. Par exemple, quand tu sens l'agitation monter, tu peux sortir, tu peux faire ça, taper, vocaliser, et ensuite tu reviens, ou des choses comme ça. Voilà. Ok, merci. Bonjour. Alors moi je fais partie du corps médical, donc on voit que c'est vraiment une prise en charge générale. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un retour quand même au niveau des ministères et de la prise en charge éducative et pédagogique, parce qu'on se trouve un peu limité actuellement avec ces enfants. Est-ce que vos travaux remontent au moins jusqu'au...
jusqu'à l'éducation nationale en fait, parce que si on n'a pas la prise en charge dans les écoles, nous on est complètement démunis quoi, à côté, et les parents encore plus. Oui, oui, tout à fait, il faut des structures adaptées au niveau de l'éducation nationale. Alors c'est vrai que moi au niveau de l'éducation nationale, je ne pourrais pas vraiment enseigner parce que déjà j'ai été beaucoup hors de la France, donc par exemple les interventions que j'ai fait ça a été beaucoup aux Pays-Bas, maintenant en Espagne, donc c'est vrai qu'au niveau de la France je suis pas certaine. Non, c'est pas quelque chose, c'est pas vraiment mon domaine en fait, tout ce qui est voilà, l'éducation nationale et les changements à cette échelle-là. C'est vrai que j'ai toujours travaillé en quelque sorte en partant du bas, en étant étudiante et en essayant voilà, de faire remonter. Mais c'est vrai que c'est un processus qui est assez compliqué, c'est très difficile de se faire écouter, c'est très difficile d'avoir des ressources. Donc pour ça, personnellement, je pense que ça serait bien de faire une approche... une approche sandwich, c'est-à-dire d'avoir les étudiants, etc., qui partent, donc un peu comme j'ai fait, voilà, de leurs expériences et qui remontent, mais d'un autre côté, d'avoir des personnes en place qui ont du pouvoir décisionnel et qui peuvent vraiment changer les choses et d'avoir un lien entre les deux qui se fait. Ce serait pas mal d'avoir un système comme ça. Tout à fait. Oui, bonjour, j'avais une question par rapport au phénomène de compensation. J'ai lu il y a quelque temps que ce phénomène de compensation pouvait parfois retarder le diagnostic, notamment chez les filles, parce que par ce phénomène de compensation, il y a comme une suradaptation de l'enfant. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet-là ? Oui, alors c'est vrai que c'est particulièrement prévalent chez les filles. Par exemple, pour la plupart des troubles du développement, les garçons sont beaucoup plus diagnostiqués que les filles. Donc c'est vrai qu'on voit ce phénomène-là. C'est relativement peu étudié, mais ce que je peux vous dire sur ce sujet-là, c'est que les filles en général vont être socialisées pour être, par exemple, plus calmes ou plus douces, ou vont être socialisées pour être plus attentives aux autres. Et donc de développer ces capacités-là, par exemple chez un enfant autiste, d'avoir des capacités plus développées que la moyenne pour l'autisme dans l'attention aux autres, l'empathie, etc. C'est vrai que ça peut masquer, ça peut empêcher le diagnostic. On a ce phénomène-là, on a aussi souvent on a fait en fait les études de l'autisme. C'est assez récent, ça a commencé dans les années 40, l'étude de l'autisme, et ça s'est fait au début seulement sur des enfants garçons. Et pendant des années et des années, ça a été un trouble qui a été seulement étudié chez les enfants garçons. Et donc, comme vous dites, chez les filles, c'est sous-diagnostiqué, mais chez les adultes aussi, il y a beaucoup d'adultes qui passent toute leur vie en étant autistes et en ne le sachant pas. On va attribuer certains comportements que des filles autistes ont à quelque chose de complètement différent. Donc un exemple, on va avoir un petit garçon qui est obsessif sur les plans de métro, quelque chose de très cliché comme ça, voilà. On a un petit enfant autiste qui est super obsessif sur les trains ou quelque chose comme ça. On va reconnaître ça, puisque ça a été étudié chez les petits garçons, on va reconnaître ça comme un trait autiste. Mais une petite fille qui, par exemple, est super passionnée par l'équitation, on ne va pas reconnaître ça comme un symptôme neuroatypique parce que c'est quelque chose qui a été normalisé et qui n'a pas été étudié comme un symptôme. Donc c'est vrai que ça serait très intéressant d'avoir des recherches plus poussées sur la présentation spécifique des neuroatypies chez les filles et chez les adultes également, pour qu'ils puissent mieux se connaître et être pris en charge. Et à l'heure actuelle, ces études n'ont pas encore été tentées pour on va dire un autisme féminin, va-t-on dire ? Alors il y a quelques études, mais à ma connaissance bien sûr, hein, c'est très récent et c'est quelque chose qui a vraiment du mal à se développer. Déjà, en fait, dans le domaine des études de neurosciences, ces études elles prennent beaucoup de temps, c'est des études qui prennent souvent quelques années, qui prennent beaucoup de budget, etc. Et donc c'est vraiment difficile de pousser cette avancée-là en fait. On n'y arrive pas trop. C'est vrai que la plupart des sources sur ce sujet ne sont pas vraiment des sources neuroscientifiques, mais sont plutôt des sources sociologiques. C'est des analyses ou des recherches qualitatives. Voilà, on n'en est pas encore là pour les neurosciences, malheureusement. Merci.
d'enfants autistes et TDAH, déjà, je trouve que c'est une proportion assez grande. Ça ne prend pas en compte les autres formes de neurodiversité, donc les enfants dyslexiques, syndrome de Tourette, etc. Et surtout, c'est seulement les enfants diagnostiqués. Donc, comme on disait, le principe de diagnostic empêche de connaître une très grande partie des enfants autistes filles qui tout simplement ne sont pas comptés. Donc c'est vrai que là les estimations les plus conservatives, on va dire, c'est autour de 13% des enfants, mais c'est certainement beaucoup plus haut. Merci pour cette intervention. Je suis pédiatre et je voulais apporter juste une information pour la dame qui s'est posé la question de la prise en charge des enfants TDAH, des enfants autistes. Ça fait depuis très longtemps qu'effectivement ces enfants sont pris en charge par des structures. Il y a des structures spécialisées pour les enfants ayant des troubles mentaux, dans lesquelles on avait intégré, et on intègre toujours les enfants autistes. Ce sont les IME, donc ce sont des structures loi 1901. Et puis, il faut aussi un peu... dans la neurodiversité, vous avez évoqué la question de l'autisme, mais dans l'autisme, il y a une multitude d'enfants très divers. Et les 13% que vous citez intègrent des enfants qu'on appelle troubles du spectre autistique, qui peuvent être parfois que des enfants qui, pendant une période de leur vie, ont des troubles du langage, ne parlent pas, et on les rentre dans cette catégorie, ce qui explique cette augmentation apparente du chiffre et du nombre d'autistes. Ce ne sont pas les autistes, je pense, auxquels vous faites référence. Après, il y a une histoire à ces enfants et cette prise en charge, c'est que par le passé, les enfants autistes étaient beaucoup plus pris en charge par la psy, c'est-à-dire que c'était les psychiatres qui avaient en charge les enfants qui étaient autistes dans le passé. Et puis petit à petit, les neurologues se sont préoccupés, ils se sont occupés grâce aussi au développement des sciences, dont des neurosciences qui sont arrivées assez récemment, qui font qu'actuellement on appelle ces enfants de la neurodiversité. C'est une formule nouvelle, comme vous le dites. Voilà, c'est très important de voir qu'on a modifié notre approche et notre regard sur ces enfants, que ce soit les enfants qu'on appelait par le passé autistes, mais qu'on rentre dans la catégorie des troubles du spectre autistique maintenant, et les TDAH qui ont augmenté, c'est vrai, en nombre ces dernières années, certainement pour des problématiques environnementales. Voilà. Donc les enfants sont pris en charge dans des structures. Et l'éducation nationale est inclusive. Elle inclut beaucoup les enfants qui ont des troubles du spectre autistique, surtout lorsqu'ils n'ont que des petits problèmes comme ceux de langage, absence de langage, et à ce moment-là, ils sont aidés par des AVS au niveau des écoles. Voilà. En gros, le système est celui-là, en France. Merci. Et il est verbal, il est plus que verbal même, il rentre dans ce qu'on appelle le trouble du spectre autistique, il n'a pas le droit à l'IME, simplement parce qu'il n'y a pas de déficience mentale, et de toute façon, il n'a pas sa place en IME, mais des structures dans l'éducation nationale, il n'y en a pas forcément, et il n'y en a pas forcément adapté aujourd'hui aux enfants, comme mon fils, qui aussi ont des divers j'en ai le souffle coupé, désolée. Mais en tout cas une neurodiversité TDAH, parce qu'il n'y a pas en effet que des autistes, que des TDAH. Ils peuvent avoir tout couplé, ils peuvent avoir tous les troubles neurodéveloppementaux. Et aujourd'hui, là, on se pose la question, par exemple, dans le cas de mon fils, qu'est-ce qu'on va en faire en 6e? Il n'y a pas forcément de solution. Donc soit les solutions, c'est les parents à les créer, soit, heureusement, on est bien accueillis en libéral, en tout cas pour nous, et heureusement, on est soutenu par des libéraux, mais en tout cas, non, il n'y a pas de solution. Donc, oui, il y a les études qui avancent, mais les solutions mises en place ne sont pas en adéquation avec les besoins des enfants, on l'a dit, spécifiques. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, et je voulais aussi rebondir et dire que bien sûr, même si on a en théorie des systèmes en place, par exemple les AVS, etc., si on a des systèmes en place
mais qui prennent encore tout en compte comme des pathologies, des troubles à mettre dans des cases précises et pas la diversité cognitive à laquelle le système doit s'adapter de manière individuelle. En fait, ça prend énormément de ressources et de temps, mais au final, à mon avis en tout cas, le but ce serait ça, d'arriver à un système qui par défaut s'adapte au niveau individuel. Et c'est vrai que c'est pas vraiment en place en fait pour l'instant. Non, les ressources sont là bien sûr en théorie, mais par exemple si on a des AVS qui ne sont pas formés spécifiquement aux problématiques de neurodiversité, on va quand même se retrouver avec des problèmes. Merci beaucoup pour ce témoignage, ça fait la transition avec ma question. Dans votre présentation, souvent à chaque fois c'était vraiment siloté entre les troubles donc, autistiques, TDAH. Il n'y a pas eu aussi le... donc là on a parlé juste avant de non-déficience, mais il peut y avoir aussi le cumul avec un THQI ou HPI classique. Voilà, donc peu importe le niveau. Et donc, j'aurais aimé poser une question au sujet de quid de quand on cumule ces particularités. On sait que quand elles sont cumulées, ça donne lieu à de nouvelles spécificités encore plus précises. Est-ce que vous avez creusé ce sujet-là, par exemple, d'un cas de THQI plus TDAH plus TSA ? Alors personnellement c'est pas quelque chose que j'ai étudié voilà, personnellement, mais par contre j'ai lu quelques recherches et c'est vrai que c'est aussi très très récent en fait comme toutes ces recherches. Quand j'ai un peu creusé, j'ai trouvé peut-être 2-3 articles qui en parlaient et qui étudient effectivement l'interaction entre les deux et les profils cognitifs uniques que ça apporte en fait. Et c'est vrai que ça serait intéressant de faire ce même genre d'analyse, mais au lieu de faire cette analyse, voilà, c'est vrai que là, comme je présente, c'est déjà pour des questions d'efficacité et de temps, donc voilà, je simplifie un peu les choses, et c'est aussi parce que les données qui sont disponibles sont extrêmement quand même toujours codifiées, l'autisme, voilà, c'est publié dans des journaux comme voilà, le journal de l'autisme, alors on parle juste de ça, et donc c'est vrai qu'il n'y a pas tant que ça de... Donc il n'y a pas de recherche qui est faite sur ces spécificités-là? Alors il y a des recherches qui sont faites, mais très récentes, et c'est vrai que là, comme ça, voilà, je ne pourrais pas forcément vous expliquer, mais je sais qu'il y a, en tout cas, c'est quelque chose qui est en cours de recherche. J'ai vu des recherches très récentes des 2-3 années précédentes, et qui sont certainement encore en cours, et c'est des recherches, celles que j'ai vues, qui vont analyser les différences au niveau des connexions du cerveau. Donc en fait on a de plus en plus des recherches très intéressantes qui ont un très grand pouvoir statistique. Donc ils vont utiliser des bases de données d'images de énormément d'enfants ou de personnes, et ensuite à partir de là analyser les différences avec des outils statistiques et pouvoir analyser les différents profils qui se créent. Donc des analyses comme ça, mais qui sont, voilà, comme je vous dis, très récentes, se feront très certainement dans le futur, et je pense qu'elles pourront nous aider à y voir plus clair et à analyser ces profils cognitifs spécifiques. Oui. Donc du coup aujourd'hui on ne sait pas trop comment accompagner ces profils-là en fait. Pour l'instant c'est assez compliqué. C'est vrai qu'aussi par exemple pendant un moment, jusqu'à récemment, ce n'était pas possible de diagnostiquer par exemple des enfants avec l'autisme, le TSA et le TDAH. Et simplement ça n'arrivait pas. Le diagnostic double était interdit par le DSM-5, je dis interdit, mais déconseillé en fait par l'autorité du diagnostic qui est beaucoup utilisée en psychologie, qui est le DSM-5. Et donc on avait tout simplement un manque de base de données, en fait, on ne détectait pas ces enfants-là. Donc c'est vrai que c'est très très récent, mais comme je vous dis, je pense que vu que j'ai vu des recherches qui se concentrent sur TDAH et autisme, par contre j'ai pas vu avec d'autres profils, j'ai vu seulement TDAH et autisme, et ces nouvelles recherches avec un grand pouvoir statistique qui peuvent nous aider à identifier des profils, je pense que mélanger les deux, ça se fera très certainement et on aura des résultats intéressants. Je suis une enseignante à la retraite et ma question concerne justement les recherches actuelles. J'ai vu très récemment à la télévision qu'on faisait beaucoup de tests génétiques maintenant sur les enfants, avec les enfants autistes, et ces recherches semblent montrer qu'il y a une certaine hérédité. Donc est-ce que vous avez des informations sur ces...
Oui, alors encore une fois, c'est très axé sur l'autisme et le TDAH seulement, mais oui, l'autisme et le TDAH sont héréditaires à de très forts taux. Si on les compare à d'autres choses qu'on va qualifier de troubles, comme les troubles anxieux, les troubles bipolaires, les choses comme ça, qui ont peut-être entre 40-50% d'hérédité. L'autisme, on est plus dans les 80-90% d'hérédité. Le TDAH, un petit peu moins, j'ai plus les chiffres en tête, mais il me semble autour des 70%. Après, ça dépend bien sûr des recherches, des calculs. Mais on a un très fort niveau d'hérédité. Et c'est important aussi de comprendre que le concept de l'hérédité, ça décrit le pourcentage de traits autistes ou TDAH qui sont explicables par la génétique. Voilà, donc c'est important d'avoir cette définition-là. Ça ne veut pas dire que, par exemple, une personne autiste qui a un enfant a 90% de chance d'avoir un enfant autiste. Voilà, ça ne marche pas de cette façon-là, mais c'est le pourcentage des traits qui sont expliqués par la génétique. Et donc effectivement, très élevé pour les neuroatypiques. Merci.